Bonsoir. Très heureux de revenir auprès de vous pour une nouvelle vidéo. Pour approfondir ou vous présenter de nouveaux thèmes. Euh, Aujourd'hui, je voudrais parler du leader coach dans la transformation. Et effectivement, ces jours-ci, j'ai publié un article sur plusieurs plateformes, notamment mon blog sur Substack, évidemment, qui a été redistribué sur mes plateformes, sites, blogs, LinkedIn, etc. Donc, le rôle du leader coach dans la transformation, c'est un thème très intéressant parce que souvent, il y a beaucoup de vocabulaire, de mots, de slogans. Mais comment aller au fond pour effectivement eh, transformer, traduire cela en résultat, en impact et sur la société, au niveau des organisations, sur la vie des gens. Et cela est très important. Peut-être que cela est plus crédible. Donc, le rôle du leader coach dans la transformation, deux points, relier vision, changement et innovation. Donc, vous voyez avec ce titre qu'il y a certainement des sous-entendus en termes de faisabilité, en termes de rationalité ou de rationalisation, etc. Et donc, notre thèse a toujours été et demeure que, en fait, pour des pays comme ceux du continent africain, nous avons besoin surtout de leadership transformationnel, sauf dans certains cas de crise profonde peut-être, où le leadership transactionnel peut être préférable. Et ce que nous constatons, je crois, c'est que le leadership en Afrique, souvent pour des raisons politiques d'ailleurs, est très transactionnel. Et donc, cela nous pose un nouveau défi. Comment réinventer les organisations publiques ou privées, l'État, etc. Et comment faire émerger des leaders coachs transformationnels qui vont être les moteurs de la transformation systémique et structurelle. Donc voilà un peu le thème d'aujourd'hui. Et voilà, je m'appelle Abdou Karim Gueye. Bon, je suis un coach certifié et donc chez John Maxwell par exemple, chez Marshall Goldsmith, Stakeholder Centered Coaching. J'ai accompli beaucoup de certifications au fil du temps, et coaching for performance, et donc executive coaching et facilitateur, etc. Parce que je considère que ça fait partie du devoir de l'expert, en tout cas de celui qui se prétend expert, d'investir dans son propre développement. Donc, indépendamment du fait d'être coach certifié, conférencier certifié, bon, je suis un inspecteur général d'État à la retraite, ancien directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature du Sénégal. Donc, voilà un peu pour l'essentiel de ma carrière passée. Et donc, je profite de mon expérience d'inspecteur général dans plusieurs organisations et donc, et puis peut-être de plusieurs séjours à l'étranger parce que j'ai été aussi le secrétaire exécutif du Forum des inspections générales d'État d'Afrique, dont je garde d'ailleurs le titre de commissaire. Et donc, je ne me suis pas contenté de vivre des expériences, mais j'essaie de les traduire en livres, en articles, en formation, etc. Et donc, je restitue de temps en temps sur YouTube et consorts et toutes ces expériences. Voilà un peu. Évidemment, nous parlons d'un thème très vaste, et le leadership. Je ne sais pas combien d'écoles de leadership existent, mais elles sont nombreuses. Et d'ailleurs, j'essaie de vous faire un tableau pour des écoles, des doctrines ou des cabinets qui ont inventé des modèles de leadership. Et j'aime bien le modèle de Marshall Goldsmith, Stakeholder Centered Coaching. Je suis un membre de ces réseaux et effectivement où l'on a développé un modèle centré sur la modification des comportements
pour atteindre des objectifs mesurables. Et donc, basé sur des feedbacks, ce qu'ils appellent le feedback à 360 degrés, on travaille avec le coach sur des objectifs, sur des engagements d'amélioration continue, etc. Et donc, il a inventé un terme très intéressant, feed forward. Et on aurait pu dire feedback, mais lui dit feed forward, plutôt que feedback. Et donc, avec des indicateurs, bon, je crois que j'ai sur ma chaîne YouTube une ou deux vidéos sur ça. Mais sinon, dans notre plateforme de formation, ces choses-là sont détaillées. Il y a beaucoup d'autres modèles également en relation avec le coaching, comme le Grove modèle. Bon, on en parle rapidement, mais je pense que ça va faire l'objet de vidéos particulières. Et donc, le coaching agile, le leadership transformationnel, et aujourd'hui, la prise en compte de l'intelligence émotionnelle et le leadership, le leader serveur, hein, au service des gens, hein, voilà, et puis le leadership situationnel. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de doctrines qui existent déjà. Et nous avons John Maxwell qui parle des 5 niveaux de leadership, etc. Et l'organisation apprenante, qui est une théorie très intéressante, et des cabinets comme Atkar, etc. John Cotter, j'aime bien ses travaux. Et donc, la gestion des transitions personnelles avec Bridge, etc. Donc, nous avons plusieurs modèles, mais la question peut être pourquoi nous parlons surtout du leadership transformationnel, coaching, des leaders coach. Donc, parce qu'au fil du temps, on a fait des comparaisons. Je pense que beaucoup de gens de ma génération apprenaient surtout cette dichotomie qui existe entre le leader autoritaire qui prend les décisions tout seul et les impose, etc. Et ça peut être efficace, hein. Ça dépend de l'environnement. Le leader transactionnel, c'est celui qui ne fera avec vous des choses intéressantes que si vous faites pour lui et des choses qui sont dans son intérêt, hein. Donc, souvent orienté vers les tâches, les performances, il récompense les bons résultats et sanctionne les manquements. Vous avez le leader charismatique, hein, donc, par exemple, qui inspire, qui motive par sa présence et sa vision. Hein, les leaders démocratiques qui prônent la participation, il y a toutes sortes de classements. Par exemple, on vous parlera du leader participatif, du leader consultatif, etc. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Il me semble qu'il y a des vidéos sur la chaîne YouTube sur cette question. Et de toute façon, souvent dans nos cours, c'est souvent le premier thème qu'on aborde, hein, pour entrer dans le sujet. Mais aujourd'hui, nous parlons des types de leaders qui, pour nous, incarnent la transformation, l'espoir pour le continent africain. Évidemment, aujourd'hui, on ne parlera pas de certains problèmes. Il y a des exigences pour ça. Peut-être qu'on parlera une partie des exigences requises, mais elles sont nombreuses et variées. Et je pense que dans les autres vidéos, on les détaillera. Et j'ai élaboré une grille de maturité. Et peut-être que pour que ça marche vraiment, il faut que dans l'environnement, les gens atteignent une certaine maturité, et dont on parlera dans les vidéos ultérieures. Donc, la doctrine du leadership coach met en lumière plusieurs aspects importants. Et donc, l'accompagnement. Le leader, il dirige, mais il accompagne. Il travaille sur l'amélioration des performances et de son équipe et de ses collaborateurs. Il crée un environnement propice à la croissance et au développement des équipes. Voilà un peu pour introduire dans le sujet. Et nous pensons que pour le continent qui a de nombreux problèmes, le vrai courage, le vrai défi, c'est d'avoir des leaders qui comprennent cela et qui s'engagent, parce que c'est difficile à faire. C'est facile de sanctionner, c'est facile de crier sur les gens, etc. Mais au bout, où est le résultat? Et donc, c'est pourquoi nous pensons que ce qui est le plus difficile, hein, est à faire. Et donc, commencer par ce qui est difficile, et souvent, ça peut être plus productif, hein, à long terme, à moyen terme, hein. Donc, pourquoi alors nous croyons à la force du leader coach transformationnel et par rapport à différents autres styles, hein, dont on a rapidement parlé, parce que nous pensons que pour accélérer le développement, hein, et la croissance économique, la croissance du pays, et ce processus d'empowerment est très nécessaire. Et donc,
Et ce type de leader coach transformationnel ne se contente pas de diriger, il accompagne, il inspire, il transforme. Évidemment, pour accompagner, inspirer, transformer, il faut avoir une vision à partager, il faut avoir un message, etc. Il faut convaincre, il faut toucher le cœur des gens, hein, avant de leur demander un coup de main, comme je dis dans d'autres vidéos. Et donc, il favorise le changement durable. Contrairement aux autres types de leadership, autoritaire bienveillant, transactionnel, etc., et qui se concentrent souvent sur des résultats immédiats, par exemple, et le leader coach s'intéresse à la croissance à long terme. Donc, il sait faire un équilibre. Et il investit dans le développement des compétences et dans le développement du potentiel de chacun des membres de son organisation. Et donc, garantissant que le changement, le vrai changement va résulter donc de ce mouvement. Il mise sur l'autonomie et la responsabilisation. Là où le leader autoritaire centralise le pouvoir, le leader coach délègue et, et promeut l'autonomie. Et il sait que lorsque les collaborateurs sont responsabilisés, leur motivation intrinsèque augmente, leur engagement augmente de manière exponentielle. Je pense que dans d'autres vidéos, on parlera des organisations exponentielles, rapides, qui innovent, qui créent, etc. Il encourage la réflexion personnelle et collective. Le leader coach transformationnel ne se contente pas de dire fais ceci, fais cela, mais il pousse les gens à se poser des questions, à réfléchir, à apprendre de leur expérience, à s'améliorer. Hein. On peut même être un leader charismatique, hein, et comme on le dit souvent, et peut-être ne pas atteindre ce résultat de l'accélération stratégique dont je viens de parler. Parce que le charisme, c'est une image personnelle. Le leader coach plutôt développe une réflexion collective et partagée. Hein. Il crée un environnement où chaque membre de l'équipe se sent acteur. Il allie donc résultat et épanouissement personnel. Alors que pour les leaders autoritaires, et même charismatiques, l'essentiel c'est les résultats, et par divers moyens de pression, etc. Le leader transformationnel donc allie l'expérience et la performance avec le bien-être des employés, avec l'écoute, on verra les caractéristiques de ce type de leadership. Hein. Il ne se concentre pas uniquement sur les chiffres, hein, donc sur les tâches, hein, comme le leader transactionnel, etc. Évidemment, il y a une théorie du leadership contingent qui vous dit oui, tout ça, ça dépend du contexte, etc. Des bonnes pratiques. Pour le leader coach, d'abord, c'est un dirigeant qui adopte des principes de coaching pour guider. Nous venons de publier une vidéo sur le coaching qui montre que le coaching a des repose sur des paradigmes, hein, qui n'ont rien à voir avec le paradigme de l'autorité, le paradigme du top-down, etc. Hein. Nous avons dans ces vidéos parlé de l'interaction entre la conscience et le subconscient. Hein. Que pour aider les gens à se libérer, il faut les aider à lire en eux, à lire dans leur subconscient pour voir des blocages et en être conscient et les accompagner. Donc, le leader coach, il accompagne. Évidemment, c'est plus difficile, hein, parce que c'est être dévoué aux gens. Et ça, parfois, ça coûte du temps, de l'effort. C'est pas toujours évident. Il y a, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, il y a des gens qui ne sont pas coachables, volontairement ou par nécessité, etc. Donc, vous voyez que le leader coach s'engager. Et contrairement aux méthodes classiques de gestion, le leader coach investit dans le développement des gens. Hein. Par exemple, c'est important pour nos États d'investir dans le développement des gens. Souvent, j'entends parler de développement humain, mais quand on parle de développement humain, on parle plutôt de l'éducation. Mais il y a tout le monde, monsieur tout le monde. Et ça peut se faire par divers moyens. Hein. Et donc, par la formation, par des séminaires, par des coachings, etc. Donc, c'est une stratégie globale. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays maintenant dans les politiques de réforme de l'État, hein, qui ont introduit ces choses-là, le coaching, des séminaires, alors que chez nous, le financement des séminaires, si le bailleur n'est pas là, peut-être que le ministère ne voudra pas le faire. Et puis, autre paradoxe, qu'on va chez nous, ils sont prêts à payer des sociétés étrangères des centaines de millions pour une formation, pour un coaching, mais pas pour l'expert local, quoi. Et donc, c'est dommage. Et c'est dommage. Et donc, il ne suffit pas simplement de se fixer des objectifs de performance. Il faut aider les gens à comprendre comment les objectifs sont importants,
comment il s'aligne avec une vision beaucoup plus globale et comment cela aussi est en adéquation avec leurs aspirations. Donc, dans le plan stratégique, vous pouvez avoir des objectifs stratégiques de cette nature. Donc, principes fondamentaux du leadership coaching ou du leader coach. D'abord, le leader coach, il sait écouter, écoute attentive, il fait du feedback, de la rétroaction et il a une communication ouverte. C'est un leader constructif, centré sur les améliorations, pas sur les défauts des gens, mais sur les améliorations. Il sait se concentrer, il ne se concentre pas seulement sur ce qui n'a pas marché, donc il met l'accent sur des suggestions concrètes et positives et la valorisation des efforts. Donc, le leadership coach sait que investir, développer les talents, faire de l'empowerment est un très bon chemin vers l'excellence. Il agit donc comme un facilitateur, il investit dans le développement des talents de ses collaborateurs, il les aide à réaliser leur plein potentiel, etc. Donc, ça signifie qu'il les rencontre souvent, il fait les réunions qu'il faut faire, etc. Et donc, il essaie de comprendre les forces et les faiblesses de chacun. Et ça, le vrai leader, c'est ça. Le leader, en tout cas, le leader coach, le leader de transformation. Évidemment, ça, c'est très difficile, c'est trop exigeant en tout cas. Ça suppose d'aimer les gens, d'aimer les autres, d'aimer les hommes, etc. Et donc, et malheureusement, on n'est pas formé à ça. Maintenant, ça change. Et on vous parachute comme DG, comme je ne sais quoi. Mais vous n'avez aucune de ces attitudes. Parce que cela ne vous a pas été enseigné, ce n'est pas dans votre curriculum. Ça change aujourd'hui progressivement. Moi, je suis un ENAC, entre autres. Et je me rappelle, quand j'étais jeune ENAC, en fait, j'ai été formé pour être le chef. Le chef, le commandant, celui qui sait tout, des trucs. Il a fallu plusieurs années après pour que je change carrément de mentalité. Par les lectures, par les certifications, par autre chose. Donc, vous voyez, et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Et que nous avons beaucoup de gens qui sont à des endroits stratégiques, qui ont cette mentalité. Donc, effectivement, ce qu'on appelle management axé sur les résultats, la performance, ça ne peut pas marcher avec un style comme ça. C'est très rare, en tout cas. Donc, le leader coach encourage l'autonomie, encourage ses collaborateurs à prendre des initiatives. Quand on n'est pas leader coach, on peut être un leader qui pratique le micromanagement, qui contrôle tout, qui impose des tâches inutiles, et qui n'a pas confiance, qui ne délègue pas, etc. Et donc, les leaders coach ont cette intelligence de déclencher l'autonomie des gens. Et donc, par exemple, ils sont libres de proposer des solutions, etc. Alors, si les gens ont peur de vous, en général, ils ne vous diront pas ce qu'ils savent. Et ce qu'il y a de meilleur en eux, ils ne vous diront pas ça. Donc, ils sont au boulot, ils sont parés, ils sont pressés de partir s'il y a une opportunité, etc. Donc, les bonnes pratiques du leadership coaching, clarifier les attentes, fixer des objectifs SMART, je crois que beaucoup de gens connaissent le mot maintenant. Donc, des objectifs SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste ou réalisable dans le temps. Donc, des objectifs alignés avec les besoins de l'individu et de l'organisation. Clarifier les attentes, fixer des objectifs SMART. Deuxièmement, on peut voir donc une autre notion clé, accompagner, vous voyez les deux mecs qui se saluent là-bas, et ça c'est plus ou moins le groupe, les gens sont alignés, etc. Donc, accompagner les gens à formuler des objectifs précis. Par exemple, on a donné ici le cas d'une start-up technologique où le leader coach pourrait accompagner un jeune développeur à formuler des objectifs précis, comment augmenter de 15% la vitesse de l'application qu'il est en train de construire en 3 mois, etc. L'aider à identifier les ressources, etc. Et le leader coach, il est conscient que dans sa responsabilité de transformation, il a des efforts de coaching individuel et d'équipe à faire. Déjà, le coaching individuel du groupe est à faire. Souvenez-vous de la vidéo précédente dans laquelle on a commencé à développer ce concept. Un beau coach
en leadership, ou leader coach, c'est comment équilibrer le coaching individuel et collectif au sein de son organisation. Par exemple, s'il est bien formé, il va pouvoir pratiquer des entretiens avec ses collaborateurs basés sur certaines normes, sur certains principes, sur certains paradigmes, etc. Et peut-être qu'il va pouvoir animer, organiser des ateliers d'équipe mensuels ou périodiques fixés sur le développement et des compétences, de la collaboration, etc. Et peut-être également qu'avec le DRH, on peut faire des choses pareilles. Donc, soutenir une culture d'apprentissage dans l'organisation. C'est également un élément du coaching en leadership et disons une attribution, une responsabilité donc du leader coach. Favoriser un environnement où l'apprentissage est encouragé et normal. Et donc, et ça signifie que peut-être on va créer des séances, des learning days, et donc où les gens sont invités à une journée entière ou bien des walk-out à l'extérieur de l'entreprise, dans un hôtel ou dans un coin agréable pour discuter de certains enjeux, etc. Et puis, il y a toutes les méthodes de rétroaction, feedback à 360 degrés, qui offrent une vision globale de la performance d'un employé en sollicitant des rétroactions, soit par ses pairs, soit par ses subordonnés, ou bien même par les supérieurs hiérarchiques. Donc, le leader coach a été formé à ces choses-là, à ces techniques-là, et cela lui permet d'obtenir des retours officiels ou anonymes par un feedback auprès de son entourage. Et si ce sont des hauts fonctionnaires, des chefs d'État, et tout ça, ça pourrait être des feedbacks au niveau des citoyens. Donc, voilà, qui vont ainsi l'accompagner dans son processus d'amélioration, de ses résultats, des impacts, etc. Et le leader coach aussi promeut la résilience et l'adaptabilité. Parce que, en fait, aujourd'hui, que vous soyez un État, une entreprise, vous êtes dans un monde concurrentiel avec les changements rapides et au niveau du monde professionnel. Et les coachs en leadership, les leaders coachs doivent jouer un rôle crucial dans le développement de la résilience de ces cas-là. Je pense que des auteurs comme Jim Collins, par exemple, parlent de la résilience et le facteur, d'après les études, quand ils ont étudié des milliers d'entreprises, ils ont vu que les grandes entreprises qui perdaient jusqu'à ce jour, s'il y a quelque chose qui les distingue, c'était la résilience tout au long de leur histoire. Donc, et puis, ça peut être une exigence. Et à un moment donné, de réorganisation intérieure, interne, donc, etc. Et là, le leader doit avoir des solutions. Il pourrait, par exemple, organiser des séances de coaching pour aider son équipe à mieux comprendre les nouvelles dynamiques, la nécessité de la réorganisation, à accepter certains changements, etc. Et donc, ça suppose aussi d'être attentif et d'investir sur les collaborateurs. Donc, et là, tous les modèles de coaching reconnus peuvent aider. Peuvent aider, que ce soit la méthode de Dr. Marshall Goldsmith, dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc le stakeholder centered coaching, le coaching centré sur les stakeholders, les parties prenantes, où on coach quelqu'un, mais on implique certains de ses collaborateurs, les parties prenantes qui le connaissent bien, etc. Et il y a des systèmes de mesure, etc. Et donc, le GROW également, qui est une autre, peut-être l'une des méthodes de coaching les plus célèbres, je crois. Et aujourd'hui, le coaching agile, etc. On peut former les gens, comme les dirigeants, peut-être les DRH, et toutes sortes de gens qui ont intérêt à faire piloter ce type de changement. Et je pense que le changement, c'est quelque chose de normal, c'est dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est une bonne opportunité que d'ajouter à ses compétences ces modèles de coaching reconnus. Un groupe, donc, bon, en fait, quand vous le regardez en anglais, le G, c'est le goal, c'est-à-dire goal, l'objectif ou le but. Le R, c'est la réalité. Et le O, c'est option. Et donc, le GROW, le W à la fin, c'est build, volonté. Et donc, on pousse les gens, et comme je l'ai dit dans la séance passée, que le coaching, c'est quelque part une introspection
hein, une confrontation entre guillemets, et donc entre le subconscient et le conscient, etc. Et comment faire pour cocher les gens, pour les amener à bord à être sûrs de ce qu'ils veulent atteindre, l'objectif, d'être sûrs de la réalité, hein, comme dit un autre auteur, et donc passer du moi idéal au moins réel, hein, ou bien du moins réel au moins idéal, etc. Quelles sont les options possibles, hein, quelles sont les options possibles et la volonté, c'est-à-dire la mise en œuvre, etc. Donc, c'est une méthode aussi qui est très célèbre et qu'on détaille, et donc surtout dans le cours de formation en ligne, et où nous avons un PowerPoint très développé. En conclusion, donc, l'impact du leader coach dans les organisations aujourd'hui est recherché. Et donc, on considère que le leadership coaching ou le leader coach, c'est aujourd'hui un levier, un facteur crucial de succès pour les organisations modernes. Non seulement ce type de leadership favorise le développement des talents et améliore la rétention des employés pour qu'ils ne quittent pas, mais contribue aussi à la transformation durable des équipes. Et des études montrent que les entreprises qui intègrent ces pratiques de leadership enrichissent une augmentation de 20% de l'engagement de leurs employés, une amélioration de la performance globale au moins de 15%. Et donc, c'est des études qui existent. Et donc, nous allons peut-être, pour mieux expliquer le leadership, prendre un mini cas pratique et donc sur ce profil de leadership. Et nous le voyons en activité. Hein. Donc, c'est la vie d'un leader coach. Il arrive 7h30 au bureau, il prend le temps de faire de l'introspection, de réfléchir, et non de forcer plutôt, excusez-moi, et non de foncer dans l'ordinateur, la boîte email et tout ça. Et donc, il commence sa journée avec un moment de réflexion avant de plonger dans les défis du quotidien. Et donc, il revoit ses objectifs, il organise des séances d'interaction avec ses collaborateurs. Par exemple, dans certaines entreprises, ce sont les réunions debout là, qui durent 15 minutes, 5 minutes, etc. Et donc, voilà, c'est Marshall Goldsmith analyse cette manière de faire et l'encourage, je crois, et donc parle d'auto-coaching, hein, auto-coaching, qui permet aux leaders de rester alignés sur les valeurs et les objectifs. L'alignement est très important. Hein. Donc, ce genre de leader, et le message qu'il véhicule, et ce serait pour guider les autres, je dois d'abord être clair sur mes propres intentions et priorités. C'est important pour lui. Et donc, c'est une introspection matinale qui s'appuie sur le principe fondamental du coaching réflexif. Et donc, le leader prend le temps, prend du recul pour évaluer ses propres actions, etc. On peut le faire on peut le faire aussi au fond, en fin de journée avant d'entrer chez soi, etc. Et donc, ne pas subir, ne pas improviser, mais être aligné sur une vision, sur des objectifs, sur l'improvement de ses agents. 8h30, il se fixe des objectifs SMART en réunion avec ses équipes, discuter des priorités de la semaine, et plutôt que de se contenter à donner simplement des directives. Il pose des questions ouvertes, il encourage l'autonomie et l'engagement, etc. Il peut utiliser la méthode Grove dont on a parlé comme repère. Hein? Le G, le R, le O, le W, etc. Donc, fixons des objectifs non seulement réalisables, mais qui nous inspirent. Et parce que le leader transformationnel, un terme très important dans toutes les définitions qui ont été données, c'est l'inspiration. Et la théorie associée, et donc cette pratique découle directement des principes de coaching, où l'on privilégie la responsabilisation, la clarification des attentes, et c'est cette introspection qui permet la clarification, et donc au niveau personnel et au niveau du groupe. Et donc, des objectifs SMART. Donc, 8h30, c'est passé. Une demi-heure de réunion comme ça, c'est pas mauvais de le faire si on peut. Et donc, l'entretien, il pratique des entretiens individuels avec les gens. Ça demande beaucoup d'organisation. Je crois qu'un des grands problèmes de ce type de leadership, c'est l'organisation. Et on le dit dans la dernière vidéo, je crois, de cette série, et c'est la maturité. Et c'est pourquoi le recrutement est très important. Recruter des gens
compétents, qui ne vont pas vous faire perdre du temps, etc. Voilà, ça, c'est important. Donc, l'entretien individuel, développer les talents de son entourage, hein, donc rencontrer certains collaborateurs tête à tête, et puis discuter peut-être des choses concrètes, des chiffres, hein, des chiffres, pratiquer l'écoute active, etc. Et en fait, demander aux gens comment ils se sentent dans leur rôle en ce moment, et donc avant de donner des instructions. Je sais que ce n'est pas évident, tout le monde n'a pas été formé ainsi. Heureusement, aujourd'hui, on parle du leadership, du coaching, les gens investissent là-dedans et peut-être que on finira bien par avoir une masse critique d'acteurs, et surtout les jeunes, pour prendre cette trajectoire. Et donc, et puis peut-être se baser sur les principes de l'intelligence émotionnelle, quoi, hein, qui vont permettre de mieux s'organiser, de fixer de petits objectifs, etc. Message clé qu'on peut tirer de ce genre de comportement, mon rôle est d'aider et de t'aider et d'aider les gens et à trouver des solutions. Parce que normalement, à un certain niveau, on ne fait pas, on fait faire. Et on fait faire. Et donc, faire, ce n'est pas seulement donner des instructions, c'est donner aussi les moyens, les outils. Donc, message clé, aider à trouver des solutions, être responsable, propre solution, fournir des outils pour y parvenir. Donc, la théorie qu'il y a derrière, c'est l'écoute active, c'est le feedback. Et bon, je vous ai parlé de la méthode Grove. Bon, pour les gens qui vont aller avec nous en profondeur, nous avons des questionnaires, toutes sortes de choses sur ça. Et donc, bon, l'heure petit déjeuner arrive, c'est des moments d'échange informels, peut-être qu'on mange ensemble dans l'entreprise ou des choses comme ça. Et donc, c'est toujours un moyen, un moment d'interaction et donc à s'engager dans des collaborations avec son équipe et par exemple sur les aspirations, les centres d'intérêt, même les doutes. Hein. Et donc, c'est aussi un des moyens de renforcer la confiance. Et je crois qu'hier, j'ai posté donc une mini vidéo sur la confiance. La confiance des Africains en eux-mêmes et entre Africains. Et j'ai essayé de démontrer que c'est un grand problème qui nous freine. Tout le monde perd. Hein, tout le monde perd. Mais il y a derrière beaucoup de choses. Il y a la loi de l'humilité, etc. Donc, le message clé de ce genre de comportement, c'est de prendre le temps de connaître les membres de son équipe sur un plan personnel, et plutôt que de passer son temps à discuter de résultats, etc. Donc, derrière, il y a la théorie de la confiance, hein, le renforcement de la confiance. C'est un levier. Le leader coach ne se soucie pas simplement de la productivité, mais aussi du bien-être émotionnel, et donc de la cohésion de son équipe, etc. Et donc, 14 heures, hein, le leader coach anime un atelier où il encourage l'équipe à réfléchir sur un projet récent. Il pose des questions. Qu'avons-nous appris de cette expérience? Ou qu'avez-vous appris de cette expérience? Comment pouvons-nous faire mieux la prochaine fois? Et plutôt que d'apporter des réponses, il écoute. Il peut savoir, hein, mais il écoute. Et il invite l'équipe à analyser ses propres actions, à tirer des enseignements, des succès, des erreurs, etc. Et donc, le message qui renvoie aux gens, apprenons ensemble de nos expériences réussies, de nos échecs. Et c'est ainsi que nous allons devenir, et donc peut-être des leaders transformationnels. Et c'est peut-être ainsi que nous allons réussir la transformation holistique, systémique, etc. Et donc, la théorie associée, souvent, c'est le début fini. Hein? Donc, où les individus sont encouragés à analyser leurs propres performances. Et donc, et cela développe aussi les capacités, leurs propres capacités d'évaluation, d'auto-évaluation, etc. 16 heures, la journée avance. Si l'on veut, on peut essayer de faire des séances de coaching collectif pour agir sur la résilience, sur l'adaptabilité. En fin de journée, le leader coach réunit son équipe pour une session de coaching collectif, c'est possible. Et dans les autres formations, on montre d'autres méthodes de coaching rapide, hein, comme ça à l'instant dans la salle, ce n'est pas forcément dans la nature, etc. Donc l'objectif est d'aborder un changement imminent dans l'organisation, et plutôt que de simplement annoncer les nouvelles directives, on engage un dialogue ouvert. Quels sont vos ressentis par rapport à ces
et changement, comment pouvons-nous soutenir mutuellement pendant cette période, des choses comme ça. Donc, on voit le rôle du leader animateur. Et je crois que dans le module complet, vous avez des questionnaires comme ça qu'un leader un chef peut utiliser. Donc, le message clé, c'est que le changement est inévitable, il est urgent, mais ensemble, nous pouvons l'aborder avec confiance et flexibilité. Donc, préparer, c'est la loi de la préparation. Je viens de poster un article sur la préparation, la loi de la préparation. Je crois que des vidéos vont suivre également. Et donc, la loi de la préparation pour préparer les gens à faire face aux incertitudes. Donc, à être plus résilient, à être plus flexible, à pouvoir s'adapter. Et donc, et puis, ça permet de promouvoir un environnement de travail flexible. 18 heures, presque la fin de la journée, le leader coach prend quelques minutes pour un retour sur sa propre performance. Il le fait en début de journée, il le fait à la fin de la journée. Bon, maintenant, il y a beaucoup de coachs et consorts qui, chacun, certains disent, oui, il faut le faire avant d'aller au lit, des choses comme ça. Mais en tout cas, là, on peut le faire en fin de journée avant de quitter le bureau et s'interroger, qu'est-ce que j'ai, à quoi ça servit ma journée? Parce que nous tous, on est au bureau et parfois, il arrive des jours, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai rien fait. Pourquoi suis-je là? Et c'est une question de coaching dont je parle souvent dans beaucoup de formations. Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que je dois cesser de faire, que je fais souvent? Qu'est-ce que je ne dois pas faire, plus faire, etc. Que devrais-je arrêter de faire et commencer autre chose, etc. Des séries de questions que vous trouvez dans nos différents modules. Donc, notez les blocages. Euh, Là où l'on s'est arrêté aujourd'hui, et peut-être esquisser demain, ou le mois, ou la semaine, des éléments d'amélioration. Donc, pour être un bon leader coach, il faut d'abord apprendre à se coacher soi-même. Il faut accepter à se coacher soi-même ou à être guidé par un coach. Et comme je dis dans mes séminaires de leadership, au Yali, César et tout ça, je dis on a toujours besoin d'un coach. On a toujours besoin d'un mentor. C'est une séance de la formation que je fais là-bas. Et donc, si vous n'avez pas besoin de coach, d'accompagnateur, c'est que certainement vous n'êtes pas un bon leader. Et donc, la théorie associée, c'est l'introspection. Certains parlent de coaching introspectif. Et donc, une pratique essentielle pour les leaders coach qui vous aide à rester cohérent et vous permet d'améliorer votre propre compétence, etc. Conclusion, sur ce mini cas pratique, peut-être que vous m'aiderez à améliorer. Et donc, une journée dans la vie du leader est marquée par une série d'actions concrètes. Et évidemment, ça suppose peut-être un système où la délégation fonctionne. Parce que on peut penser que le grand leader est toujours occupé. Et donc, voilà quelques conseils que je voudrais faire à partir d'un mini cas pratique conceptualisé. Et donc, le leader est l'élément clé de transformation des individus, des équipes, de l'organisation. Son impact doit être tangible. Il ne doit pas être celui qui se contente de donner uniquement des directives, etc. Il doit inspirer. C'est pourquoi on l'appelle transformationnel coaching. Il doit guider. Il doit soutenir ses collaborateurs à chaque étape du parcours. Bon, toujours 18 heures. Et puis, donc, il peut prendre, bon, c'est une répétition peut-être, quelques minutes pour un retour sur sa propre performance, réfléchir à ses interactions, a-t-il écouté attentivement les gens, a-t-il suffisamment encouragé l'autonomie, noter les points d'amélioration, et pas un journal pour ça, mais aujourd'hui avec l'informatique, il y a d'autres outils, etc. Et surtout corriger, et pour mieux accompagner ses équipes, et donc chercher constamment à ajuster son propre comportement pour rester aligné avec des valeurs, avec des objectifs, etc. Un message clair pour être un bon coach, un bon leader coach, il faut d'abord apprendre à se coacher soi-même. Il faut accepter l'introspection, par exemple. Donc, on parle de coaching introspectif.
Et donc, une pratique essentielle pour le succès. Et dans certains modules, nous développons les pratiques de méditation, surtout les jeunes que nous encadrons pour les concours. Ils ont des séances de vidéos pour la méditation, pour ces choses-là. Donc, voilà, le coaching introspectif est un élément très important. Bon, sur cette partie, pour conclure un peu, le rôle du coach, du leader coach. Et donc, comme nous le voyons, nous venons de le voir, une journée dans la vie d'un leader coach est marquée par une série d'actions concrètes, donc directement inspirées des théories. Et je pense que la semaine passée, on a commencé un petit résumé sur le coaching. Et normalement, la partie suivante, c'est toutes les théories du coaching. Elles sont nombreuses et variées. Et je pense que le rôle de tous les Africains, c'est de lire, c'est de comprendre ces choses-là et d'inventer notre propre modèle. Et aujourd'hui, nous en avons les capacités, les sources sont là, disponibles, etc. Donc, le leader coach joue un rôle clé dans la transformation des individus, des équipes, des organisations, des pays, etc. Et la réussite des programmes, etc. Son impact doit être tangible et donc il ne doit pas se contenter de donner des directives, il doit inspirer, guider, soutenir, etc. Donc, je vais essayer de terminer par le profil et peut-être les prochaines vidéos voir les autres aspects. Et quel est le profil de cet individu? C'est très important ça pour présumer le succès et ensuite peut-être pour recruter. Et donc, il doit avoir un ensemble de compétences, de capacités, de comportements qui lui permettent d'accompagner les gens, de les inspirer, de mobiliser, et surtout dans des environnements complexes, etc. Et donc, en principe, le leader coach transformationnel, il doit avoir des capacités de vision stratégique, capacité à formuler et à communiquer une vision inspirante et claire de l'avenir. Il doit être capable de mobiliser les équipes autour d'objectifs partagés. Premièrement, donc, comme nous venons de le voir, vision stratégique. Deuxièmement, il doit avoir des capacités d'inspiration et de motivation. Savoir motiver les gens, créer des environnements ou un environnement où chacun se sent valorisé et engagé à contribuer. Troisièmement, il doit être capable de gérer le changement, c'est-à-dire maîtriser les techniques de gestion du changement pour piloter efficacement des transitions organisationnelles et de minimiser les résultats. Quatrièmement, il doit avoir des capacités hein, d'adaptabilité, donc à ajuster, c'est un peu la flexibilité. Facilement les stratégies, les actions face aux changements internes, externes, guider les équipes. Donc voilà des compétences requises pour un leader coach, pour un leader coach, pour un leader transformationnel. Compétences comme leader coach, l'écoute active, savoir écouter sans juger, Avant de prendre des mesures, il faut éviter de juger. Il faut éviter pour comprendre les besoins et les attentes. Poser des questions, de bonnes questions, et maîtriser l'art de poser des questions. Dans beaucoup de métiers, l'art de poser des questions est très important. Et moi, j'étais vérificateur pendant 32 ans au niveau de l'État. Mais c'est après que j'ai su, par curiosité, surtout quand j'ai commencé à voyager, aller aux États-Unis, l'association des inspecteurs, à voir que même rien que poser des questions et les questionnaires, c'est une formation à part. Bon, etc. Ici, on improvise, on ne fait pas des études, on ne tire pas des leçons, chacun croit qu'il peut faire comme il veut. Et donc, maîtriser l'art de poser des questions qui amènent les individus à réfléchir profondément, à trouver leurs propres solutions. L'intelligence émotionnelle, l'empathie, reconnaître et comprendre les besoins des autres, y répondre. Autre capacité feedback, écouter, tirer des leçons avec les gens, faire une rétroaction, des retours d'informations, disent certains, constructifs, pour aider les individus à améliorer leur performance et se développer. Compétences relationnelles et interpersonnelles, communiquer de façon claire et influente, savoir transmettre des idées, des informations, savoir gérer les conflits, résoudre les différends, créer un environnement de travail collaboratif et respectueux, collaboration esprit d'équipe entre les membres de l'équipe, entre les départements, compétences en gestion de la performance, on a parlé du SMART, donc il faut également un système de suivi, évaluation, des indicateurs de performance, des indicateurs de risque, des contrôles internes, des tableaux de bord, toutes choses comme ça, des rapports de performance qui vont servir d'outils de travail au quotidien. Développer les talents, c'est très important. Le leader coach il doit identifier et développer
Donc, les compétences des collaborateurs pour maximiser leur potentiel et répondre aux besoins essentiels. D'autres capacités, capacité à mobiliser, fédérer des équipes autour d'une vision commune. Donc, la première chose en amont, c'est la vision commune et, donc, et le plan qui en résulte. Et donc, j'ai un module spécial sur ça. Et donc, il doit donner du sens à ses collaborateurs. Ces collaborateurs savent pourquoi ils sont là. Hein, sur quoi on va concentrer nos efforts. Il doit reconnaître les succès et célébrer publiquement, hein, les gens qui font de bons résultats, hein, pour créer la confiance. Il doit être capable de prendre des décisions éclairées, hein, un décideur averti qui sait prendre des décisions basées sur des faits, hein, tout en étant capable d'agir de manière fiable, rapide, hein, etc. Et donc, capacité à faire gagner. Pas à gagner lui, mais à faire gagner. Hein. Donc, ça signifie que c'est fédérer les équipes autour d'une vision commune, etc. Hein. Gestion des risques, ça fait partie de tout son processus de management et de gouvernance, etc. Et donc, capacité à développer les autres, c'est très important, on l'a déjà dit, je crois, développer les talents, etc. Ça signifie que pousser les gens à atteindre le plein potentiel et donc avec des solutions créatives, encourager la créativité, l'expérimentation, donc une culture d'expérimentation, de tests, etc. Il doit avoir des qualités de mentor et de coach. Je crois qu'on l'a déjà dit. C'est-à-dire qu'il doit être prêt à investir du temps dans l'accompagnement des membres des équipes, dans le développement, etc. Il doit leur fournir des opportunités d'amélioration, de développement de leurs propres compétences, etc., et de leurs projets, etc. Et donc, voilà un peu des choses que je pourrais faire. Et puis, plutôt dire, mais quand on y réfléchit, tout ça s'est formalisé. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les modèles de compétences. Les modèles de compétences, plusieurs modèles de compétences sont utilisés pour évaluer les leaders, coachs, ou même les autres leaders, les managers, ça existe dans beaucoup de domaines. Et donc, des modèles de compétences du leader transformationnel existent déjà. Et par exemple, on donnera comme critère le charisme et l'influence idéalisée. Les gens idéalisent votre influence et donc vous êtes capable de les inspirer. Et donc, comme dit John Maxwell, le leadership, il a donné une définition simple, c'est de l'influence, rien de plus, rien de moins. Évidemment, quand on regarde les théories du leadership dysfonctionnel, donc toxique et consorts, on peut se dire oui, de l'influence, ok, mais quelle influence? Et là, ça nous mènerait à d'autres types de réflexions. Donc, encourager la créativité, l'innovation. Pour les réformes, c'est très important, l'innovation, et admettre qu'on peut penser différemment. Et donc, prendre soin du développement des autres. Et donc, ça, c'est les compétences transformationnelles. Et il y a des modèles de compétences émotionnelles, excusez-moi, émotionnelles, et comme Daniel Goleman. Et donc, la conscience de soi, savoir reconnaître, comprendre ses propres émotions. C'est en vogue, hein, il y a toute une série de formations sur ça. Et la maîtrise de soi, de ses émotions, etc. Et avoir de la considération pour les gens, écouter, gérer les émotions, etc. Et les modèles de compétences coaching dont on a mis là, sur lesquels on a mis l'accent. La confiance est très importante dans ce modèle. Créer un environnement sécurisé où la confiance règne, etc. Et donc, en utilisant les outils du coaching, par exemple, et voilà, donc, la réflexion, l'autoréflexion, etc. Voilà donc pour les, disons, les compétences du leader. J'espère que j'étais clair là-dedans, là-dessus. Et donc, le leader coach, bon, le profil idéal repose sur un mélange équilibré de compétences techniques, émotionnelles et interpersonnelles. Le leader coach n'est certainement pas un égocentriste ou un égotiste. Moi, je, etc. Il est beaucoup plus que ça. Il est ouvert sur son environnement, sur le futur, sur l'agilité, etc. Il doit non seulement
exceller dans la gestion des performances d'un point de vue hard, hein, et donc dans l'élaboration des stratégies. Parce que tout ça aujourd'hui c'est formalisé, nous savons comment on le fait, nous savons comment on planifie de façon stratégique, etc. Mais il doit avoir d'autres habiletés telles que motiver, accompagner les individus. Et nous avons vu beaucoup de, surtout dans le mini-cap pratique, la journée d'un leader coach. Je suis ouvert vraiment à d'autres suggestions pour améliorer ces mini-cas, etc. C'est quelqu'un d'adaptable, capable de prendre des décisions éclairées, capable d'encourager l'innovation et l'expérimentation. Il a de la considération pour les gens, il est capable de gérer le changement, et il est capable de guider les organisations, les équipes, les individus, etc. Donc voilà un peu aujourd'hui l'essentiel. Et je pourrais peut-être ajouter d'autres critères, hein, donc sur lesquels on pourrait juger, en tout cas sur lesquels le leader coach devrait s'appliquer. Et devrait, oui, s'appliquer, devrait donc, qu'il devrait considérer. Est-ce qu'il a la capacité d'établir une vision? Car nous considérons que la vision est le point de départ de toute chose, c'est la direction, une direction claire, à partir de laquelle on va mobiliser les gens. Il doit être capable de fixer des objectifs ambitieux, mais réalistes. Et une vision objective, une vision ambitieuse, mais réaliste. Donc, ça signifie que aussi, certainement, il va falloir défier le statu quo, mais tout en restant réaliste. Il doit accepter la co-création, la co-construction avec les principales parties prenantes. Ça suppose qu'il se pose la question, qui sont les parties prenantes avec lesquelles je vais travailler? Il doit créer une culture de mesure de la performance, hein, donc il doit clarifier des objectifs stratégiques, identifier les résultats à long terme, par exemple dire que mon ministère, l'entreprise, je veux devenir ceci d'ici, etc. Et donc, il doit pouvoir mobiliser, impliquer les gens, il doit pouvoir communiquer sa vision de façon claire, il doit pouvoir, quand je dis il doit pouvoir, c'est lui et son équipe, hein, développer de la stratégie. Hein, donc, traduire toute la vision en plan d'action, par exemple, en cartographie de risques, etc., etc. Bon, ça, c'est une autre formation, mais je pense qu'il doit être capable, avec son équipe, de finaliser des études, soit, comme on l'a déjà dit, hein, donc force, faiblesse, opportunité, menace. Il doit être capable de mettre en place une cartographie hein, ou roadmap stratégique. Et voilà, je cherchais le mot en français, une feuille de route hein, qui détaille les étapes de la transformation. Il doit pouvoir identifier les ressources qui vont l'aider à accomplir sa stratégie, la vision à réussir. Donc, ça suppose décomposer la vision en objectifs stratégiques, créer des projets transformationnels, gérer un portefeuille de projets. Et là, c'est un peu technique. Nous avons donc déjà dans une vidéo développé ça, donc dans les modèles que j'appelle vortex stratégique, niche stratégique, localisation, etc. Et donc voilà, il doit encourager une politique de gestion du changement pour soutenir le développement. Ça signifie qu'il y a l'animation dans son organisation, et peut-être avec son déterminisme, avec d'autres, hein, des ateliers de sensibilisation, des programmes de coaching, hein, de communication, il y a peut-être des plateformes de dialogue, etc. Et il doit pouvoir, dans la politique de gestion du changement, gérer les résistances, identifier les freins potentiels. Je dis souvent dans certains séminaires aux participants, mais souvent vous avez des plans stratégiques, mais il n'y a pas un plan d'action dans votre plan stratégique pour la gestion du changement. Il n'y a pas une politique officielle. Donc, ça peut poser des problèmes. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il doit, donc, ça vient d'ailleurs, mettre en place un plan de gestion de résistance. Hein, donc, former des agents du changement. Donc, par exemple, aux États-Unis, dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, vous avez le Chief Transformation Officer, hein, un agent dont son rôle, c'est la transformation
donc à côté des autres chefs de service, un chef de service, par exemple. Il doit encourager, il doit être reconnaissant, reconnaître les gens qui font de bonnes choses, qui font des performances, les récompenser publiquement, les promouvoir, etc. En tout cas, si son ambition, c'est la transformation. Donc, bon, il doit pouvoir appliquer une série d'initiatives, mettre en œuvre une série d'initiatives pour avancer. Hein. Par exemple, identifier les chantiers prioritaires. On peut avoir 1000 chantiers, bon, excusez-moi l'expression, une manière de parler, mais le problème n'est pas de mettre en place tous les chantiers, c'est de mettre les chantiers par niveau de priorité progressivement. Par exemple, vous pouvez avoir des chantiers sur les nouvelles technologies, sur la réorganisation, sur l'optimisation des processus, mais est-ce que vous pouvez faire tout, tout ensemble? Comment vous allez hiérarchiser? Et dans le module complet, vous avez des outils pour ça. Et créer des équipes interfonctionnelles, mettre fin au ce qu'on appelle les organisations en silo, où chacun est dans son domaine, etc. Faire le suivi. Le leader est conscient que c'est important. Donc, il a à sa disposition des gens qui font ça. Il ne peut pas faire tout ce que j'ai dit. Il le fait faire encore une fois. Et donc, ça suppose que l'organisation a des indicateurs de performance, des indicateurs de mesure du risque. Et on est innovateur. Et donc, on fait il y a la co-création, etc. Cinquièmement, et encourager donc la mise en place des bonnes pratiques de leadership transformationnel. Et donc, c'est-à-dire incarner la vision, je crois que je l'ai déjà dit, être les premiers ambassadeurs du changement, montrer l'exemple par leurs actions et leur engagement, développer les talents, c'est un investissement. Hein. Développer les talents, investir sur les compétences, investir donc sur le renforcement des capacités, et sur le mentoring ou le mentorat, et par les formations, etc. Les gens considèrent tout ça comme des coûts, alors que ce n'est pas des coûts, ce sont des investissements. Et donc, favoriser l'autonomie et l'innovation en encourageant les collaborateurs à prendre des initiatives, à être des acteurs du changement. Toujours sur les bonnes pratiques, je crois que je l'ai dit, coaching et mentorat. On peut développer des programmes au sein de l'entité, et par exemple, avec la direction des ressources humaines. Je pense que les directions des ressources humaines ont beaucoup de choses à faire, et de bonnes choses à faire. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils ne se contentent pas de faire ce qu'on appelle en gestion des ressources humaines, l'administration du travail, les formalités, la sécurité sociale, l'enrichissement des données individuelles et collectives, etc., etc. Il doit favoriser l'agilité, la collaboration, créer des environnements de travail où ces principes d'agilité et de collaboration deviennent une culture. Et donc, aider les gens à améliorer leur intelligence émotionnelle, etc. Bon, sixièmement, il doit, j'ai déjà dit, mais on va le détailler un peu, créer un environnement où la rétroaction, l'obligation de rendre compte existe. Création d'un système de suivi et d'évaluation, etc. Et ça permet d'assurer des ajustements. Donc, il faut mettre en place des indicateurs de performance pour évaluer l'efficacité, etc. Et donc, dans un processus de changement, de transformation, par exemple, un indicateur important, c'est le taux d'adoption des nouveaux processus, c'est la satisfaction des employés, c'est l'amélioration de la performance financière ou autre, etc. Donc, l'évaluation continue, l'ajustement continu, des mécanismes de feedback, etc. Donc, vraiment toute une série de processus et donc d'outils, des rapports réguliers au moyen des tableaux de bord, des indicateurs de performance, des indicateurs de risque. Partager, ça c'est important. Partager avec toutes les parties prenantes et puis tirer ce qu'on appelle aujourd'hui une expression, les leçons apprises. Hein. Les leçons apprises, c'est-à-dire des retours d'expérience que l'on a conceptualisés et qui vont servir à améliorer donc l'avenir. Donc, nous allons terminer ici parce que j'avais bloqué 1 heure pour ça, je ne suis pas loin de ça. Conclusion, il faut opérationnaliser la gestion des changements. Donc, vous voyez, c'est de la théorie, mais c'est aussi des pratiques. Hein, des pratiques, des outils, des référentiels que j'ai parlé, dont j'ai parlé plus tôt. Et dans la formation complète, vous avez les tableaux de bord, vous avez tout ça. Et donc, d'outils de ce genre. Donc, il faut une approche systématique, je dirais même systémique ou holistique. Et donc, ça part de la vision. On a dit que l'un des premiers leviers
Et le starting block là, le tremplin là, c'est la vision. Est-ce que la vision claire existe? Est-ce qu'elle est formalisée, etc. Nous verrons les questionnaires, je pense, pour l'autre vidéo. Et donc, qui va suivre, je crois, en tout cas d'ici la fin de cette série. Est-ce que la stratégie est alignée? Vision invite à stratégie, mais vision, stratégie invite à plan. Il faut avoir un plan. Donc, vous voyez cette séquence logique-là. La vision, va résulter le plan. S'il s'agit de l'État ou même des grandes entreprises, vous pouvez avoir deux sortes de plans. Le master plan, c'est le plan global, hein, c'est le plan Sénégal émergent ou le plan de développement économique et social, et ça c'est le master plan. Et tous les autres plans doivent dérouler de ça. Hein, doivent dérouler de ça. Et dans une structure formalisée de management, hein, on aura donc le master plan, les plans stratégiques sectoriels, ministériels, etc. Et chaque plan stratégique va faire des plans, va aboutir à des plans d'action, certains disent plans de performance, souvent annuels. Hein, souvent annuels, qu'on peut trouver dans le gros plan stratégique, des plans de ce genre. Et donc, ces plans annuels font l'objet de mesures de la performance. Ça signifie donc qu'on a des indicateurs de performance. Il y a deux types d'indicateurs. Les indicateurs lag, hein, c'est les indicateurs où l'on se prolonge. Et donc, dans le futur, en disant que à l'instant T, voilà ce qu'on doit obtenir. Hein, donc, mais il y a les indicateurs réels maintenant, au moment où l'on fait l'évaluation, etc. Et les écarts entre les deux sont à interpréter. Donc, voilà un peu pour le leader coach qui joue un rôle central dans le processus pour accompagner les équipes à être performantes, à réussir la transformation, à réussir la gestion du changement. Et ça suppose que ce n'est pas simplement un exercice hard, HARD en anglais, hein, mais c'est aussi un exercice de développement individuel, de développement collectif, hein, de création d'un environnement où règne la confiance, où l'on investit dans le développement des gens avec toutes les qualités maintenant de leadership dont j'ai parlé, l'écoute active, etc. Donc voilà pour aujourd'hui ce que je voulais dire. Et donc, j'espère qu'on va continuer. Donc, les autres vidéos vont suivre. N'hésitez pas à commenter dans les boîtes de commentaires, là où vous pourrez prendre, voir ce genre de publication. Donc voilà, je m'appelle Abdou Karim Gueye, et donc aujourd'hui consultant, coach, conférencier international en matière de gouvernance, de management public, de surveillance et contrôle et de transformation. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. Pour moi, ce sont les gens qui font des différences, mais il y a une synergie réelle et des interactions entre ces composantes. Et donc, voilà, j'ai été inspecteur général d'État pendant 32 ans, je crois, et puis directeur de l'école nationale d'administration de magistrature, qui m'a rendu beaucoup de services parce que j'étais chargé d'une politique de transformation de cette école sur la base d'un rapport d'un grand cabinet français qui s'appelait CESIA, je crois. Et ce cabinet avait conclu que, assurément, et je résiste toujours les phrases jusqu'à présent, assurément pour son avenir, l'ENAM a intérêt à changer. Et avait dit, à partir de cette affirmation, démontrée dans le rapport, d'audit stratégique et organisationnel, 4 axes où le changement devait se faire. Hein, au niveau de la formation initiale, avec la percée du nouveau management public, de la nouvelle gouvernance, tout ça, et avec la nécessité de faire de la production en termes de recherche, c'était un des objectifs. Deuxième objectif suggéré par ce rapport. Et, troisième objectif suggéré par ce rapport, c'était la formation permanente et s'impliquer dans la formation permanente. Autre objectif cité dans ce rapport, c'est se financer et ne pas compter simplement sur le budget de l'État. Et donc, à partir de ça d'ailleurs, à l'époque, était né un arrêté ou un décret, je ne me souviens plus, autorisant les établissements publics de formation à générer des ressources propres et à les utiliser. Je ne sais pas quel est le sort de ce texte-là aujourd'hui, et c'était une initiative très, 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 très importante. Donc, la recherche. Et puis, quatrième ou cinquième objectif issu de ce rapport, la nécessité de s'ouvrir aux nouvelles techniques. Et à l'époque, on dirait
de communication, NTI, je crois. Hein, donc, quelque chose comme ça. Et donc, nouvelle technique d'information et de communication. Et c'est ce qu'on disait à l'époque. Et moi, on m'avait demandé de venir là-bas pour faire ça. J'ai beaucoup appris sur le terrain, les difficultés, les échecs, les succès et tout ça, et que j'ai conceptualisé, qu'on peut trouver dans certains de mes ouvrages. Et je n'hésite pas à en parler à beaucoup de gens. J'en ai parlé à beaucoup de gens, au moins à un millier de jeunes sur le continent qui ont suivi mes cours de leadership au niveau du Yali ou dans d'autres structures. Voilà donc pour aujourd'hui. Je vous remercie. Donc à la prochaine. Merci.